Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Lucien, je suis consultant chez Extia, principalement sur du back-end, à la fois base de données avec du SQL, mais aussi du Java et plus récemment du Scala, depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Moi, c'est Mélissa Parlant. Je suis consultante chez Extia depuis 1 an et demi environ, un peu plus d'1 an et demi, principalement sur tout ce qui est big data, avec effectivement pas mal de SQL, comme Lucien l'a dit. Et je suis lead de la Comet Data avec Julie. Tout de suite dans le vif du sujet. Donc cette présentation elle va se diviser en 3 parties. On va commencer par une partie un peu théorique qui va être le modèle relationnel. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, mais ça va être une manière abstraite de représenter les données. Mélissa vous parlera ensuite du langage SQL et vous présentera des bases. Et je reprendrai la main pour vous montrer un cas pratique simple avec le langage SQL et le modèle relationnel qui vous permettra, vous aurez le slide qui sera disponible dans le replay. Donc, si vous voulez notamment récupérer les commandes, etc. Et ça vous permettra d'expérimenter un petit peu vous-même avec ce cas pratique qui est simple, mais qui permet d'aller plus loin. Donc, commençons sur le modèle relationnel. Donc, le modèle relationnel, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de modéliser des relations qui sont existantes entre des informations. Donc, je vais développer. On va avoir des informations. C'est ce qu'on veut stocker dans une base de données, tout simplement. C'est des informations. Ça va être les informations sur une personne, par exemple, les informations sur une adresse dans le monde, les informations sur un achat qui a été réalisé sur un site, par exemple. Et ça, c'est un fait. Et nous, ce qu'on va vouloir avec le modèle relationnel, ça va être de modéliser toutes les relations entre ces choses-là. Donc, par exemple, on veut savoir, on connaît la personne, on connaît son achat sur Internet, mais on va vouloir les lier ensemble. Et le modèle relationnel va permettre de décrire ça. Et le modèle relationnel, c'est ce qui permet de baser les bases de données relationnelles. Et donc, base de données relationnelles, ça donne le SQL. Tout est très lié, le SQL se base dessus. Donc ça, c'est le modèle relationnel. On organise donc les données dans des tables à 2 dimensions. Donc vous connaissez, on parle de colonnes en fait pour les champs d'une base de données et de lignes pour les entrées, mais vous allez les voir plus en détail tout à l'heure, notamment dans le cas pratique. Et dans un modèle relationnel, on va avoir quelques contraintes qui sont indiquées explicitement et qui permettent de s'assurer que les données restent toujours cohérentes. Par exemple, on va avoir des contraintes qui vont empêcher d'avoir 2 fois la même personne, parce qu'une personne n'existe qu'une seule fois. On va avoir aussi une contrainte qui dit 2 personnes ne peuvent pas avoir fait exactement le même achat, puisque si moi j'ai acheté exactement cet objet-là, c'est moi qui l'ai acheté, donc plus personne ne peut l'acheter. Les objectifs du modèle relationnel, je les ai déjà un petit peu décrits, mais c'est à la fois pour simplifier et bien rendre et maintenir cohérents les données, et aussi d'un point de vue technique, avoir les données qui sont bien organisées et bien reliées entre elles, ça permet aussi d'optimiser beaucoup tous les traitements techniques dans la base de données. Pour ça, on utilise plusieurs aspects qui sont les classes et les attributs. Donc une classe, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une entité. C'est une personne, c'est un achat, c'est une adresse dans le monde. C'est une information qui existe. Et les attributs, c'est ce qui la définissent. Donc une personne est définie par son nom, comme vous voyez ici, comme par son prénom, par sa date de naissance. C'est les attributs de la classe. Et puisqu'on est dans un modèle relationnel, elle n'existe pas toute seule. Elles ont donc des relations. Donc une personne, par exemple, ici, elle est liée à une adresse, parce que la personne, elle a une adresse, elle habite quelque part. Et donc, ce que les relations décrivent, c'est comment une personne et une adresse interagissent ensemble. Ici, donc, une personne habite à une adresse, et réciproquement, une adresse a une personne qui y habite ou plusieurs personnes. Il y a plusieurs choses qui sont très importantes à noter par rapport aux relations. C'est que elles fonctionnent par cardinalité, c'est les petits chiffres que vous voyez sur le trait, sur le schéma de la slide.
Et cette cardinalité, ça va décrire en fait combien d'une entité peuvent exister par rapport à l'autre. Alors, c'est pas forcément clair tout de suite. Une personne va avoir 0 ou une adresse ici. Ça veut dire que soit on habite nulle part, ça peut arriver, soit on habite à une adresse, mais on n'habite pas à 2 adresses. On n'est pas à 2 endroits en même temps. Réciproquement, une adresse, il peut y avoir alors ici, je vous expliquerai pourquoi, mais on n'a pas mis 0, mais techniquement, on pourrait dire que personne n'habite dans une adresse. Mais sinon, il peut y avoir un habitant ou il peut y en avoir plusieurs. On peut habiter ensemble avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important parce que techniquement, derrière, en SQL, on ne va pas modéliser pareil, des relations dans lesquelles on peut avoir une seule adresse, par exemple, ou si on peut avoir plusieurs adresses, ça ne fonctionnera pas pareil, en fait. Mais c'est purement technique. Alors la slide, il y a beaucoup de texte évidemment, donc on vous la rendra disponible, ne notez pas tout. Et voilà pour la partie théorique du modèle relationnel. On va basculer sur la partie langage SQL. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter globalement les requêtes SQL assez classiques qu'on peut faire. Et derrière, Lucien les mettra en œuvre vraiment sur un cas pratique. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais on reviendra dessus par la suite. Donc, comme Lucien vous a dit, l'objectif d'une base de données, c'est quand même de modéliser de la donnée. Pour ça, on a besoin de créer des tables. Donc là, vous voyez à droite un schéma. Donc là, tout simplement, on a modélisé une personne avec un ID, last name, first name et âge, et des commandes. Donc, une personne peut avoir 0 ou plusieurs commandes, et une commande est liée à 0 ou une personne, comme Lucien vous l'expliquait. Comment on va le faire réellement en SQL? Donc, on va avoir les commandes create table qui vont nous permettre de créer ces tables réellement. On va mettre entre parenthèses les différents attributs qui vont nous intéresser. Donc, on retrouve l'ID, last name, first name, âge. En deuxième mot, donc int, varchar, ça va être le type de votre donnée. Int pour les entiers, varchar, c'est des chaînes de caractères. Là, des chaînes de caractères de 250 caractères, sachant qu'un last name, par exemple, on aurait pu le limiter à 50 caractères si on voulait optimiser. On peut également ajouter le mot-clé note nulle. C'est important, par exemple, sur l'ID, puisque l'ID va nous permettre de différencier les différentes personnes. Le last name, on peut aussi imaginer qu'il est obligatoire. On aurait pu enlever la contrainte note nulle. Et ensuite, vous voyez donc constraint PK person primary key ID, ce qui veut dire que la clé primaire de cette table, ça va être son ID. Clé primaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la clé qui va permettre d'identifier la personne. On aurait très bien pu imaginer que l'ID, là aujourd'hui on est sur un ID donc qui serait en auto-incrémente par exemple, donc 1, 2, 3, 4, 5, on aurait pu imaginer que ça soit par exemple le numéro de sécurité sociale, qui est propre normalement à chaque personne. Ensuite, au niveau des commandes, des orders, vous avez donc le même système avec donc les différents champs. Là, vous avez une deuxième syntaxe par rapport à l'ID. On a mis directement primary key en mot-clé à la fin de la ligne. C'est deux syntaxes qui se valent. Et sur la dernière ligne, vous avez un champ qui s'appelle person ID qui va permettre de référencer votre personne. Donc c'est ce qu'on a avec les foreign keys, les clés étrangères. Donc là, comment est-ce qu'on le lit? Donc person ID int, donc on sait qu'on aura un champ person ID de type entier, foreign key references, donc là on sait que ça va référencer la table personne, entre parenthèses le champ que ça référence. Donc on va créer en amont une personne avec un ID par exemple 1, et on va créer une commande avec person ID est égal à 1 qui va permettre de faire le lien entre les deux tables. Une fois qu'on a créé nos données, on peut vouloir la mettre à jour. Par exemple, on avait mis ID, last name, first name et âge. On peut se dire, ah bah tiens, je voudrais ajouter l'email. Donc ça, on va passer par les alter tables. Donc alter table, le nom de la table qui nous intéresse. On va pouvoir faire un add pour ajouter un champ avec toujours le nom du champ et son type. On va également pouvoir faire un drop colonne. Typiquement, l'email, finalement, je n'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Là, par exemple, je me dis, bon, bah, voilà, je voudrais ajouter la date de naissance de la personne. Donc, je vais ajouter date of birth de type varchar. Mais finalement, ça ne me convient pas en type string. Je voudrais que ça soit de type année. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Avec l'altercolonne qui va me permettre donc de retyper ma colonne. Donc, ça, c'est les alter tables assez classiques qu'on va pouvoir utiliser régulièrement, on va dire. Une fois qu'on a notre table qui est
correctement créé. Comment on va pouvoir l'utiliser? L'objectif, c'est quand même d'avoir de la donnée dedans. Donc, on va faire des insert into. On a 3 grosses syntaxes que vous avez là. Donc là, le premier exemple que vous avez, insert into, entre parenthèses, les champs que vous voulez renseigner. Values, les données que vous voulez mettre dedans. Donc là, on a créé une personne, l'ID est 1, Tom Holland, qui a 13 ans. On pourrait également ne pas mettre la première parenthèse, c'est ce que vous avez dans l'exemple 2, étant donné qu'on va renseigner tous les champs. Il suffit juste de mettre les values dans le bon ordre, l'ID, last name, first name et âge. Par contre, si je ne veux pas renseigner l'âge, par exemple, on est obligé de remettre entre parenthèses les champs qu'on veut renseigner. Et c'est ce qu'on retrouve dans le troisième insert into, où là, on a l'ID, last name, first name, et on n'a pas l'âge. Sachant que, par exemple, dans ce dernier cas, l'âge va être positionné à nul par défaut. Donc, par exemple, lors de la création de notre table où on avait dit que l'ID ne pouvait pas être nul, l'ID va être forcément renseigné dans le cas des inserts pour cette table-là. Là, par exemple, je ne pourrais pas exécuter ces 3 inserts les uns après les autres. Pourquoi? Parce que à chaque fois, j'ai ID égale 1. Comme l'ID est la clé primaire, le premier passerait, mais les suivants, on ne pourrait pas réinsérer une donnée avec l'ID égale 1. On devrait modifier ID 2, 3, etc. C'est ce qui va permettre de vérifier l'unicité de notre donnée. Une fois qu'on a inséré de la donnée, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de pouvoir la récupérer. Donc pour ça, on va faire différents selects. Donc là, vous avez des selects relativement simples. Bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin. Le premier exemple que vous avez, select étoile, ça va nous permettre de récupérer toutes les colonnes de notre table. Donc ici, ID, last name, first name et âge. From, le nom de la table, personne. Et on peut ajouter une clause where. Le where va nous permettre de filtrer la donnée. Donc là, typiquement, l'âge strictement supérieur à 18. Dans le deuxième exemple que vous avez, au lieu de faire un select étoile, on va juste faire un select last name, first name, ce qui va nous permettre de récupérer uniquement les colonnes qui nous intéressent. Dans le troisième exemple, c'est là qu'on va pouvoir commencer les liens entre les deux tables, person et orders, en utilisant le join. Donc, on récupère toutes les données grâce au select étoile from person et on va joindre avec le mot-clé join sur orders. Après le mot-clé on, on va retrouver notre clé de jointure. C'est là, on va savoir que c'est ces 2 colonnes-là qui vont nous permettre d'avoir une correspondance entre les lignes qu'on a insérées dans personne et dans orders. Donc dans ce cas-là, c'est la colonne ID de la table personne et la colonne person IDs de la table orders. Et donc le dernier exemple qui reprend un peu le même principe, sauf que là, en plus de ça, on a rajouté des alias. C'est ce que vous voyez avec person P et orders O, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir utiliser ces alias dans le select. C'est ce qu'on a avec select p.lastname et o.number. Là, ça va nous permettre de ne pas récupérer toutes les colonnes et de clairement spécifier sur quelle colonne, sur quelle table on vient récupérer les champs qui nous intéressent, donc last name et number. Alors, passons au cas pratique. Donc, pour le cas pratique, on a décidé de partir sur un site de e-commerce. Donc un site de e-commerce quelconque. Imaginons qu'un client est venu nous voir en disant: «J'ai envie de monter mon propre site de e-commerce, où les gens pourraient venir voir ce que je vends et passer leurs commandes et je leur envoie moi-même». Bon. Nous, ce qui va nous intéresser pour ça, ça va d'abord être de passer par un modèle relationnel dont on a parlé au début. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura bien posé la théorie de ce qu'on veut faire, le SQL va être facile à comprendre derrière, à implémenter. On va exactement savoir comment le faire en SQL. Alors que, et Mélissa peut aussi en témoigner, quand on a élaboré ce cas pratique, on est revenu beaucoup de fois sur la manière de le faire parce qu'on a changé un peu d'avis en cours de route et tout. Il vaut mieux qu'on change d'avis dans un vrai projet professionnel au moment de modéliser, au moment d'imaginer, qu'au moment de faire, de créer vraiment. Donc, on commence par faire le modèle relationnel. Et pour faire un modèle relationnel, on va commencer par d'abord déterminer les entités. Donc, quels vont être les acteurs, en fait, quelles vont être toutes les informations importantes de notre modèle. Ensuite, on va déterminer les clés primaires, donc comment différencier nos entités, comment dire telle personne n'est pas cette personne-là, telle adresse n'est pas cette adresse-là, comment s'assurer que les données sont uniques, en fait. Et enfin,
on s'intéressera aux relations entre nos entités. Comment les personnes interagissent avec les commandes, comment ils interagissent avec les adresses, et cetera. Pour les entités donc, on on a besoin de quelques entités qui vont être, les personnes, qui vont être à la fois les clients, mais aussi, pourquoi pas, les vendeurs du site ou même l'administrateur qui a besoin d'interagir avec le site pour le créer. On s'est dit que, du coup, pour différencier entre un administrateur et un client, ce serait bien d'avoir un rôle sur le site web, donc on va créer une entité rôle, mais aussi que pour la livraison, ces personnes, elles ont besoin d'une adresse. Donc on va aussi créer une entité adresse. Puisque c'est un site d'e-commerce, forcément, on achète des choses, donc on va en profiter pour créer une entité produit. Comme ça, on pourra stocker toutes les données de tous les produits. Et enfin, puisque les gens passent des commandes, on a peut-être envie d'avoir un historique des commandes. Et qui dit historique dit stocker des données. Et si on stocke des données, on va avoir besoin de le mettre dans la base de données. Donc, on va créer une entité pour les commandes. Et comme ça, on pourra se souvenir des commandes qui ont déjà été passées. Ensuite, donc, on va créer les clés primaires. Les clés primaires, il y a donc Mélissa vous a déjà parlé des ID. Les ID pour le rappel, c'est une donnée qui a pas vraiment de réalité, fonctionnelle. Enfin, elle n'existe pas vraiment. Par exemple, moi, Lucien, je ne suis pas, d'ID 1, Mélissa n'est pas d'ID 17, et cetera. Mais on en a besoin pour être absolument sûr que, moi, Lucien et le Lucien d'à côté, ce n'est pas la même personne. Parce qu'on a peut-être des données qui sont les mêmes. Mais si on a des données qui sont les mêmes, ça peut devenir difficile de nous différencier. Grâce à l'ID, on est sûr que, moi, Lucien et le Lucien d'à côté, ne sommes pas la même personne. Puisque, dans ce raisonnement-là, une personne, on peut imaginer qu'elles ont le même nom, le même prénom et même le même âge. Et pourquoi pas même la même adresse, ce serait possible, même si c'est très peu probable dans la réalité, on peut se dire que c'est possible. Et ben, on va mettre un ID, ce sera beaucoup plus simple pour différencier les gens. La logique est la même pour les produits, en se disant que peut-être qu'on va vendre, par exemple, des livres qui ont le même titre, ça existe. Et pour les commandes, alors les commandes, c'est un petit peu spécial parce qu'elles elles décrivent l'interaction entre une personne et un panier de produits, un panier d'articles à acheter. On a envie qu'une personne puisse commander plusieurs fois potentiellement la même chose. Donc pour être sûr que ça vienne comme ça, on va aussi faire un ID. Donc vous voyez qu'on a souvent recours aux ID en SQL. C'est assez vrai globalement, ça arrive peu souvent que la clé, primaire ne soit pas une ID. Mais c'est possible et c'est possible aussi avec des clés composites. On pourrait dire par exemple, la clé primaire serait le couple nom et prénom, ou même nom, prénom et âge. Pour des personnes, bon, vous comprenez que ça puisse être un problème si on met nom, prénom et âge, puisque Lucien Maignan, du coup, 25 ans, ne pourrait plus avoir d'autres Lucien Maignan 25 ans, etc. Une fois que les clés primaires sont déterminées, on va vouloir déterminer les relations. Donc en fait, les clés étrangères, c'est un peu les deux facettes d'une même pièce. Donc les relations, c'est comment les différentes entités qu'on a déjà déterminées vont interagir entre elles. Donc là, on va réfléchir et se dire, une personne, elle peut avoir un rôle, et on va vouloir aussi qu'elle puisse en avoir N, donc plusieurs, potentiellement. Parce que peut-être que l'administrateur du site, il va vouloir faire des courses. Il ne faudrait pas qu'il ait besoin de recréer un compte. Et donc dans ce cas, il sera à la fois administrateur et client. Mais il a au moins un rôle parce si quelqu'un a un compte sur le site mais qu'il n'a pas du tout de rôle, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on a mal fait quelque chose. Par contre, dans l'autre sens, on va réfléchir aussi et se dire, les rôles, ils existent, on les a créés. On a dit, il y a un vendeur, un administrateur, un client. Mais peut-être que pour l'instant, on n'a pas encore créé le site en entier et qu'on n'a personne qui s'est inscrit dessus, donc peut-être que le rôle n'est donné à personne. Donc il faut réfléchir et se dire, il peut y avoir personne. Donc le rôle peut être attribué à 0 personne, mais évidemment, on peut aussi se dire qu'il y aura plusieurs clients. Donc la cardinalité, on retrouve 0 à n.
C'est toujours ce genre de petite réflexion un petit peu axée sur le besoin pour nous, le besoin pour les entités d'avoir, enfin, par rapport aux entités, aux autres entités concernées, de se dire de combien il va avoir besoin au minimum et de combien il pourra être au maximum. Donc je ne vais pas détailler le raisonnement pour toutes les relations, mais vous voyez que on retrouve le raisonnement qu'on avait tout à l'heure sur les personnes et les adresses. Une personne peut habiter nulle part ou alors là j'ai mis peut en enregistrer plusieurs, donc on n'a pas exactement la même réflexion, mais on peut avoir plusieurs domiciles ou vouloir être livré au travail, donc on peut mettre plusieurs adresses différentes. Et une adresse n'existe que si au moins une personne y vit. Pourquoi? Alors je vais juste vous expliquer pourquoi ça. Pourquoi une adresse n'existe que si au moins une personne y vit dans notre système de données? C'est un besoin qui est important. C'est que si on disait qu'une adresse existe tout le temps et que parfois on la relie à une personne, ça veut dire que dans notre base de données, on veut avoir toutes les adresses du monde. Parce que, en fait, on va le prendre à l'envers. Moi, je me fiche, en fait, dans ma base de données d'avoir, des données qui me servent pas. Je veux juste avoir des données qui me servent et c'est même plus important parce que ça va me permettre de réduire le nombre de données que je traite. Si je réduis le nombre de données que je traite, c'est plus facile d'accéder à celles qui m'intéressent vraiment et pour ça, on essaye de réduire au maximum la cardinalité. Si on a des adresses qui existent et qu'on ne connaît personne qui y habite, c'est des données, auxquelles on n'accède jamais puisqu'on va jamais livrer là-bas, personne ne peut commander là-bas. Alors qu'avec cette approche-là, l'adresse, on va la créer quand une personne nous la renseigne et si jamais la personne enlève cette adresse de son compte, on va l'oublier. Comme ça, on réduit au maximum, comment dire? Comme ça, on réduit au maximum le nombre d'adresses qu'on a dans notre base de données et donc ça a cet effet un petit peu rigolo qu'on peut voir, c'est, une adresse pour nous, elle n'existe pas si personne ne vit dedans qu'on connaît. Donc c'est cet effet en fait c'est ce besoin-là en fait d'optimisation qui entraîne que dans une base de données, on se soucie pas vraiment de la réalité, on se soucie juste des données dont nous on va avoir besoin. Ensuite, toujours dans les relations, donc comme je disais, on va pas détailler beaucoup plus, mais vous pourrez retrouver cette slide avec le détail du raisonnement, dans la présentation qui sera disponible à la fin du meet-up. Et on se retrouve avec ce diagramme-là. Alors ce diagramme-là, c'est un modèle relationnel tout simplement. C'est un diagramme UML exactement. Je ne sais plus ce que veut dire UML, Mélissa si tu sais, mais c'est un diagramme qui est standardisé. Alors, je te coupe juste une minute. Ouais. Unified Modeling Language. Super, Voilà. merci. Donc c'est un langage de modélisation. Donc on retrouve en fait les entités qu'on a conçues avec leurs attributs. On retrouve les relations entre les entités, et ça nous permet, de savoir exactement, comment on va vouloir créer notre base de données. Donc si je veux créer les tables qui sont qui représentent mon modèle qui est celui-ci, je vais donc d'abord commencer par utiliser les mêmes, instructions create que Mélissa nous a présenté tout à l'heure. Donc je vais create ma table personne avec les champs, donc ID, nom, email, ID adresse parce que je ne vais pas directement rentrer une table dans ma table, donc je vais juste noter l'ID, comme ça je saurai exactement quelle adresse la personne a, son numéro de téléphone, un mot de passe, un ID role pour la même raison que adresse, et on va mettre sa clé primaire qui va être l'ID tout simplement. Jusqu'ici c'est assez facile. On va créer la table rôle suivant la même idée, le même modèle. La table commande, toujours même modèle, à savoir que vous pouvez noter un truc, c'est que la commande, elle est liée à une seule personne et on voit bien son ID ici. Mais vous voyez que la commande,
pour l'instant, on ne l'a pas lié, on n'a pas mis de clé étrangère entre commande et produit. Alors, il y a 2 raisons à ça. C'est que déjà, je n'ai pas encore créé produit, donc si je le fais maintenant, ça va forcément casser. Et il y a une autre raison à ça, on va revenir dessus, c'est que je vais être obligé de passer par une table intermédiaire, une table d'association. Ensuite, on va créer les adresses. C'est pareil, c'est très facile. Et les produits, pareil, très facile. On met les champs qu'on veut. On a énormément de notes nulles, comme vous pouvez remarquer, parce que pour un produit, c'est important qu'il ait un prix et un stock. C'est important qu'il ait un nom. Donc, toutes ces données sont nécessaires. Dans des bases de données où il y a beaucoup plus de données, qui, par exemple 40 ou 50 champs, on va beaucoup plus souvent avoir des données qui peuvent être nullables parce que ça représente des concepts beaucoup plus grands que notre site d'e-commerce. On arrive du coup donc toujours sur la création des tables, mais maintenant que j'ai créé mes autres tables qui sont adresses et rôles, je vais enfin pouvoir rajouter les clés étrangères de personnes dessus. Parce que oui, tout à l'heure, j'avais pas créé adresse, j'avais pas créé rôle, donc je ne pouvais pas mettre de clés étrangères. Sinon, ma base de données m'aurait dit, je veux bien que tu références adresse, mais je ne connais pas adresse. Donc maintenant, on va retourner sur l'altération de la table, donc alter table. La table personne, je vais rajouter une contrainte de clé étrangère qui référence l'ID de l'adresse, et je fais la même chose pour le rôle. C'est globalement la même commande. Et je vais enfin créer une table d'association. Donc je vais m'attarder un petit peu dessus pour expliquer comment ça marche, parce que c'est peut-être le truc compliqué de ce cas pratique. Et donc une table d'association, c'est nécessaire quand on a une cardinalité en n d'un côté et en n de l'autre. Parce que en fait, là, entre commande et produit, je vais pouvoir avoir forcément plusieurs produits dans une commande. C'est logique. Je peux commander plusieurs choses à la fois. De l'autre côté, par contre, un produit, je peux le commander plusieurs fois. Si je veux commander un livre, si je veux le recommander derrière, c'est étrange parce que je l'ai déjà, mais j'ai le droit de le faire. Ou plusieurs personnes d'ailleurs peuvent commander le même livre, et dans ce cas, entre commande et produit, ça fait plusieurs commandes qui ont le même produit. Et donc, si on le faisait avec des clés étrangères, on aurait plein de lignes qui seraient dupliquées, parce qu'on aurait on aurait plusieurs fois la même commande qui aurait un autre produit, et puis on aurait plusieurs fois le produit qui serait lié à des commandes, et c'est pas possible en fait. Donc on fait ce qu'on appelle une table d'association. Une table d'association, c'est une table en fait qui a pas de réalité fonctionnelle, elle ne veut rien dire, à part dire j'ai toutes ces commandes-là, je les connais toutes. J'ai tous ces produits-là, je les connais tous. Et en fait, à gauche, j'ai ma commande 1, à droite, j'ai mon produit 1. Et ça me permet en fait de dire, elles sont associées ensemble, donc je sais que dans commande 1, il y a produit 1. Dans commande 1, il y a produit 2. Dans commande 2, il y a produit 1, etc., etc. C'est une table d'association. Ça permet de faire un petit peu ce lien sans avoir à multiplier au maximum les lignes. Et ça se crée donc avec cette magnifique commande où on a l'ID de commande et de produit qui sont des clés étrangères. Et vous voyez aussi que la clé primaire est composite. C'est à la fois commande et produit, enfin ID commande et ID produit, puisque on veut que dans une table d'association, on associe une seule fois. Donc dans la commande 1, par exemple, on peut mettre le produit 1, mais on le mettra qu'une seule fois, forcément. On va pas mettre on va pas le mettre en boucle. Si on veut augmenter le nombre de produits, on augmentera l'entier nombre de produits qui est dans la table. On va continuer sur l'insertion de données, qui est peut-être une bouffée d'air frais, puisqu'on va juste remplir notre base de données. Donc on va d'abord commencer au tout début par mettre des produits sur notre site, parce qu'il faut bien vendre quelque chose. Donc on va mettre une banane de Guadeloupe, elle coûtera 1 €, donc c'est le troisième champ qui est 1, et on a un stock de 500 bananes. En dessous, on va rajouter une ligne, on va mettre des mangues d'Inde qui coûtent 2,50 €, et on en a aussi 500 à vendre. On va créer nos rôles. Donc on en a parlé tout à l'heure, administrateur, vendeur, client. Et on a aussi envie d'avoir une adresse, donc on va la créer. Donc vous pouvez voir qu'on crée une adresse qui est au 23 bis rue de Azerty, à Paris, dans le 75.
Mais on met Italie, on s'est trompé. Et puisqu'on s'est trompé, eh ben, on va corriger tout de suite. On va faire un update en mettant le pays à France pour la ligne dont l'ID est 1. Ensuite, on va créer un utilisateur. Donc, on va créer un certain Zinedine et on a son mot de passe qui est stocké en clair ici. Et son rôle, c'est client, puisque 3, on sait que ça veut dire client. On l'a créé un petit peu plus haut. De même, on va créer Peter, qui lui va être administrateur du site. Et on va insérer dans personne produit. Personne produit, c'est une autre table d'association qu'on ne vous a pas montrée, mais qui représente le panier dont on parlait tout à l'heure. Donc dans le panier, là, puisqu'on va insérer personne produit, on va insérer l'ID de Zinedine, l'ID du produit, donc Mang, pardon, et le nombre de produits 5. On va en déduire que dans le panier de Zinedine, donc dans le panier du client 1, on a le produit 2, donc la mangue, en 5 exemplaires. Donc on sait que dans le panier de Zinedine, on a 5 mangues. On avance, on crée des commandes, puisque les commandes, on en parlait tout à l'heure, c'est l'historique de commande de quelqu'un. Ici, on sait qu'on va créer 2 lignes dans les commandes. On va mettre donc un ID toujours. L'ID de la personne, c'est toujours celui de Zinedine, l'ID 1. Donc on sait qu'il a fait une commande de 3,50 € et on sait aussi qu'il a fait une autre commande de 10 €. Et puisqu'on a besoin de remplir ces commandes avec la table d'association de tout à l'heure, on ne va pas s'arrêter là et on va aussi créer le contenu de chacune de ces commandes par la table d'association dont on parlait tout à l'heure. Donc dans la commande 1, vous voyez qu'il y a 2 lignes, puisque c'est les 2 dont l'ID commande est à 1. Donc dans la commande 1, on avait le produit 2 en 1 exemplaire, donc la mangue en 1 exemplaire. Et on avait le produit 1 en 1 exemplaire, donc la banane en 1 exemplaire, ça fait 3,50 €, on retombe sur nos pattes. Et dans la commande 2, on avait le produit 1 en 10 exemplaires, donc ça veut dire qu'on avait la banane en 10 exemplaires, on retombe aussi sur nos pattes pour 10 €. Donc nos données sont cohérentes, c'est parfait. Et maintenant, on va sélectionner des données et vous allez voir les commandes avec le résultat qu'elles sont censées vous donner avec les données qu'on vous a indiquées. Donc commençons juste par sélectionner toutes les commandes. C'est une commande très simple que Mélissa vous a montré tout à l'heure, c'est select étoile, c'est-à-dire sélectionner toutes les colonnes de la table commande. On va les récupérer dans cet ordre-là par défaut parce que souvent les systèmes de gestion de base de données trient par ID, mais en réalité on peut les récupérer un peu dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas d'ordre défini en base de données. Et on va récupérer donc les 2 commandes qu'on a dans notre base. On veut monter un petit peu, je veux récupérer tous les utilisateurs qui sont des clients. Et je me souviens que j'ai inséré dans le slide précédent, client, son ID c'était 3. Donc le rôle c'est 3. Du coup, je vais sélectionner étoile, from person, donc toutes les colonnes de la table personne, dont l'ID role c'est 3. C'est-à-dire que je veux récupérer toutes les personnes dont l'ID role c'est égal à client. Et je récupère une seule ligne puisqu'on a un seul utilisateur dont le rôle est client. On avait aussi inséré Peter, mais son rôle c'était administrateur. Et on a toutes ces données. On avance un petit peu. On veut récupérer toutes les adresses qui sont situées en France, mais on ne veut pas récupérer leur ID. Là, on ne peut plus faire select étoile. Et donc à la place, on doit sectionner en écrivant à la main toutes les colonnes qu'on veut. On avance sur des sélections un poil plus dures. Maintenant, je veux le total des commandes en rajoutant le nom et l'adresse mail du client. Donc, par exemple, je voudrais savoir combien, qui a payé quoi pour quelle commande. Donc, pour ça, c'est simple. On va faire une jointure que Mélissa vous a présentée aussi. Donc, je vais sélectionner les champs qui m'intéressent, donc total, nom et email. From commande, et comme tout n'est pas contenu dans commande, il y a une partie qui est contenue dans personne, il va falloir que j'aille associer ces données, que je me dise, cette commande elle est liée à cette personne, donc je vais les regarder en même temps dans ma requête, là dans la table personne, pour trouver son nom et son email.
comment je fais ça? J'utilise join person, donc ça veut dire jointure, ça veut dire associer les données et on peut pas simplement associer les données, il faut lui expliquer comment on le fait. Donc pour ça, on fait on, ça veut dire je joins sur ce critère-là, c'est mon critère pour joindre et là, ça va être assez simple puisque en fait, la commande, elle contient l'ID d'une personne. Donc je dis, l'ID d'une personne dans commande, tu l'associes à l'ID de la table personne. Et puisque j'ai récupéré que les champs total, nom et email, ça va me permettre de récupérer le total des commandes avec le nom et l'adresse mail du client. Et enfin, là, ça va être presque plus une illustration de ce qu'on peut faire avec un petit peu plus de SQL que les commandes un petit peu basiques qu'on vous montre. Si je veux savoir le détail du nombre de bananes et de mangues achetées en dissociant les commandes avec le nom du client et en plus en renommant une colonne, on peut arriver sur ce genre de commande. Donc, je veux récupérer le NB produit, c'est le nombre de produits qui ont été commandés dans une commande. Et je vais le renommer en tant que nombre, puisque on a dit renommer la colonne en tant que nombre. Je veux aussi le nom du produit, le nom de la personne et l'ID commande. From personne, et on va arriver dans la première jointure. Donc on est à la seconde ligne. On va join la personne à la commande, toujours de la même manière. L'ID personne sur commande, c'est l'ID de la personne. Cette première jointure, en fait, ça va nous faire un petit peu une table dans laquelle on aurait déjà joint les informations de personne et de commande. Cette première petite table, du coup, on va la rejoindre encore avec commande produit. Pour se dire, l'ID de commande qu'on connaît, on va la joindre à l'ID commande qui est contenu sur la table commande produit. Ça va nous faire encore une étape d'association et on va encore rejoindre cette jointure avec la table produit. Comme ça, on saura enfin quel produit est contenu dans quelle commande. Et ça nous permet de sortir ce genre de statistiques. Bon, cette dernière commande, forcément, elle est un petit peu plus cossue, mais vous pourrez aussi la voir dans le slide une fois qu'il sera rendu disponible. C'est c'est effectivement très, très proche d'un recherche dans Excel. Et on est plus ou moins bon du coup sur le cas pratique. Merci à Lucien et Mélissa pour cette belle présentation et ces belles explications. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.